Eh bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Toujours un grand plaisir d'avoir avec nous en studio Jocelle Covier. Bonsoir, Jocelle. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours. Qu'est-ce que tu nous as concocté pour cette semaine? Alors, cette semaine, on va parler du corps humain. Oh. Bon, c'est un sujet banal, si on veut. On a eu des petits cours à l'école, mais il y a toujours des faits intéressants à apprendre. Et j'ai décidé de creuser un petit peu à ce niveau-là. Et honnêtement, il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Pas mal, des petits faits intéressants qui peuvent être le fun à insérer dans une conversation. Chose certaine, le corps humain, c'est toute une machine et assez complexe, merci. Hein? C'est là qu'on réalise à quel point c'est une machine parfaite. Peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à le reproduire d'ailleurs de façon artificielle. Hein? Effectivement, il y a des... Même si on est en 2018. Il y a des androïdes dans certaines émissions. Oui, tout à fait, oui, c'est vrai ça. Mais on n'a pas atteint ce stade-là dans la réalité encore. Pas encore. Donc, le phénomène de rougissement. Pourquoi nous rougissons si nous sommes intimidés, anxiété, etc.? Donc, c'est une décharge d'adrénaline qui se produit dans le corps humain. Et si vous voyez sur l'image suivante, donc l'adrénaline qui est produite par le cerveau et aussi par ce qu'on appelle les glandes surrénales qui sont situées juste au-dessus des reins. Là, c'est écrit en anglais. Et qu'est-ce qui se passe? C'est en fait, si on subit un certain stress, de l'anxiété, par exemple, on va rougir parce que quelqu'un va nous dire quelque chose d'embarrassant, de honteux, etc., ou qu'on va ressentir la timidité, ou on va ressentir un danger immédiat. Oui, un stress quelconque. Un stress quelconque. Donc, on va avoir cette espèce de décharge d'adrénaline qui va venir dilater les vaisseaux sanguins, ce qui fait qu'on va rougir. Et aussi, le cœur va s'accélérer. On va avoir une montée de pression sanguine. Pourquoi? C'est qu'en fait, on se tient prêt à agir. Disons qu'on aurait un ours derrière nous, on va être prêt à courir et rapidement. Le cœur est déjà prêt, les vaisseaux sanguins sont dilatés, etc. Donc, c'est vraiment ce phénomène-là qui se produit lorsque nous rougissons. On a une espèce de décharge d'adrénaline. Puis, non seulement le visage va rougir, mais l'estomac aussi. On a découvert ça. Je ne sais pas de quelle façon on l'a découvert, mais la paroi de l'estomac aussi va rougir. Et souvent, j'imagine que la plupart des gens ont déjà vécu cette expérience-là. On le ressent vraiment à l'intérieur de nous. C'est un sentiment qui n'est pas nécessairement agréable. Là. Ça dépend pour quelles raisons nous rougissons. Et c'est un peu aussi le principe des fameuses épipènes qu'on appelle là, pour les gens qui souffrent d'allergies. Donc, l'épipène, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est de l'épinéphrine. C'est le même principe. Et donc, ça va faire en sorte que nos vaisseaux sanguins vont se dilater, etc., pour éviter que nous mourons finalement d'un choc anaphylactique. Et donc, les fameuses seringues, c'est le même principe, c'est de l'adrénaline finalement qu'on appelle épinéphrine. Stress qu'on peut probablement ressentir, je ne sais pas si tu as vu la publicité, lorsqu'on est tout près de réservoir à eau chaude qui a plus de 10 ans. Oui, donc, il y a plein... Petit clin d'œil à cette publicité qui me fait beaucoup rire d'ailleurs. Effectivement. Donc, il y a beaucoup de situations du quotidien où même, par exemple, je ne sais pas, vous avez mal au ventre, vous allez à l'hôpital, puis le médecin arrive avec le tuyau qu'on doit insérer pour une colonoscopie. Hey. Vous allez avoir une décharge d'adrénaline et vous allez moins penser à votre mal. Tout d'un coup, ça va faire moins mal. Donc, j'ai plus mal, je suis correct. Non, finalement, ça va bien, je vais aller chez nous. C'est vraiment, le mal est toujours là, mais il y a une décharge d'adrénaline qui fait en sorte que, bon, ça nous change les idées un petit peu. Oui, tout à fait. Ensuite, nous avons une moufette. Pourquoi? Je parle des odeurs. Donc, dans la société, il y a des gens qui ont moins d'hygiène que d'autres. Et on se demande souvent pourquoi ces gens-là ne se sentent pas. Alors, il y a des gens qui ont étudié la question. Ah oui? Et oui, la réponse est assez intéressante. C'est qu'en fait, avec le temps, le corps humain s'adapte à ses propres odeurs. C'est le même principe si on met un parfum. Au début, on peut le sentir beaucoup, mais à la longue, on ne le sent plus. C'est les autres qui le sentent. Donc, disons quelqu'un qui a une hygiène douteuse, son corps, finalement, va finir par s'adapter au point qu'il ne se sentira plus. Pourquoi? C'est pour être alerte en cas d'une odeur dangereuse. Par exemple, d'être capable de détecter une odeur de fumée. Donc, c'est une évolution de l'homme, ça date de l'homme préhistorique. Parce que si on sentirait toujours notre odeur, ça masquerait finalement, par exemple, une odeur de gaz quelconque, etc. Donc, c'est pour ça que les gens finissent par ne plus se sentir. Et
aux grandes dames de leur entourage dans oui. certains cas. Ben oui, c'est un ajustement, c'est quand même assez intéressant comme fait. Là. Oui. Et puis, ça nous garde alerte aussi aux odeurs qui ne sont pas naturellement récurrentes. Effectivement, c'est comme quelqu'un, moi je connais quelqu'un qui travaillait dans une usine de chocolat, je me disais, oh mon Dieu, à la journée tu sens du chocolat, mais il me disait, ben je sens plus rien. C'est comme un Gaspésien va beaucoup moins sentir l'odeur de morue qui sèche qu'un Montréalais. Ouais. Ou les gens qui vivent dans les lieux où il y a beaucoup d'épandage de purin, moi quand j'arrive là, ça me porte au nez beaucoup, mais les gens qui vivent là, à un moment donné, ils ne peuvent pas toujours sentir le purin, ça devient plus... Donc, il y a une explication scientifique. C'est pour nous protéger. C'est bien fait. Oui, voilà. Ensuite, nous avons... L'autre image va faire rire certaines personnes. Donc, dans une journée, les femmes disent en moyenne 20 000 mots et les hommes 7 000. Donc, on parle de 3 fois moins. Alors, ce n'est pas un mythe. Les femmes parlent beaucoup plus que les hommes en général. Ah! Quand même. Pourtant, j'ai rencontré des hommes qui ne donnaient pas leur place, moi. Moi aussi, j'ai rencontré des hommes volubiles et des femmes qui ne parlent pas beaucoup, mais de façon générale, j'avoue, si tu regardes une salle de break avec des femmes et des hommes, c'est pas du tout pareil. Ça, c'est vrai. C'est pas du tout pareil. Ensuite, nous avons le cerveau humain. Voilà, donc la capacité de mémoire du cerveau humain est de 1,5 pétabytes. Je ne savais même pas que cette unité de mesure existait. C'est 1 million de gigabytes. Incroyable. Donc, pour vous donner une idée, un ordinateur de maison, ça peut avoir 1000-2000 gigabytes environ. Là, et c'est énorme. Mais évidemment... on n'arrive pas à en utiliser le plein potentiel. C'est pas toutes des données facilement accessibles comme ça. Il y a différentes raisons qui font que, bon, des fois, c'est enfoui dans notre mémoire ou on n'a pas accès facilement. On parlait en début d'émission, avant d'entrer en ondes, qu'on n'a pas de mémoire des noms, ni toi ni moi. Ben oui. Donc, des fois, c'est des choses Faut très, pas très nous en simples. vouloir. Des choses très simples, parfois, qu'on ne retient pas. Ensuite, voilà le sentiment de l'estomac qui gargouille, qui peut être un peu embarrassant en public parfois. Ça peut être assez fort. Donc, on appelle ça le borborigme. Et c'est le son produit par l'estomac, mais aussi l'intestin. Et vous allez voir l'image suivante. Donc, ce sont des contractions de l'estomac ou des intestins. Des contractions. Ce sont des contractions. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a faim, souvent, mais ce qui arrive, c'est que lorsque l'estomac est vide, on l'entend davantage à cause de l'air. Donc, il y a aussi des contractions lorsque nous digérons, mais c'est lorsqu'il est vide qu'on entend le plus. Donc, ça ne veut pas dire que vous avez faim, même si c'est souvent le cas. Donc, c'est votre estomac et votre intestin qui se contractent. On vient de briser un mythe. Oui. Ensuite, nous avons, c'est assez surprenant, mais l'homme et la girafe ont le même nombre de vertèbres cervicales. Oh! Quand même. Mais il y a quand même une différence de taille. Donc, j'imagine. Au niveau de l'homme, on parle d'un demi-pouce pour les vertèbres et la girafe, 10 pouces de haut. C'est là qu'on voit la marge de différence. C'est quand même une grosse différence. Vous allez voir sur l'image suivante. Donc voilà, mais c'est le même nombre de vertèbres comme la plupart des mammifères. Donc ça sert à quoi les vertèbres cervicales? Évidemment, c'est pour supporter la tête, ça protège la moelle épinière et ça aide l'influx de sang vers le cerveau. Donc quand j'ai lu ça la première fois, j'ai dit je vais aller vérifier à d'autres endroits. J'ai dit, il me semble que la girafe doit avoir plus de vertèbres. Mais oui, hein? Au niveau de la taille que ça se joue. Voilà. Ensuite, nous avons la cornée. La cornée, c'est une des rares parties de l'être humain qui n'a pas besoin de vaisseau sanguin parce qu'elle a son oxygène directement de l'air. Ah oui? Oui. Donc, évidemment, donc il n'y a pas de vaisseau au niveau de la cornée en tant que tel. Ça aussi, l'œil, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile à reproduire non plus. Là. Effectivement. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'en regardant un documentaire sur les temps anciens, la mythologie romaine, etc. Donc, on expliquait qu'on faisait des opérations de cataracte dans le temps des Romains. Moi, j'ai eu le même sentiment parce que c'était fait pas mal à froid, mais ils montraient l'aiguille qui est sensiblement la même qu'aujourd'hui. On avait compris le principe. C'est surprenant, des fois. Le niveau, tant au niveau de l'ingénierie que l'évolution médicale était très impressionnante pour l'époque.
Effectivement, il y a encore des monuments aujourd'hui qu'on voit en place, là, qu'on s'explique difficilement de comment. Effectivement, il y a eu une grande avancée technologique au niveau des Romains, des Égyptiens, etc., des Grecs. Puis après, il y a eu le Moyen Âge où on a un peu perdu toute... je dirais même que ça a un peu régressé au niveau de la technologie. Puis après ça, il y a eu le boom qu'on connaît avec l'industrialisation. Mais c'est drôle, au niveau de l'histoire, il y a vraiment eu, à un moment donné, on a perdu nos connaissances autrefois qu'on redécouvre finalement. C'est ce qui crée un engouement aussi par rapport à cette époque-là. On se questionne beaucoup. On se demande qu'est-ce qui peut bien avoir arrivé entre les deux pour qu'il y ait un dégringolage aussi grand. Là. Effectivement, et c'est ce qui amène aussi certaines théories plus... oui, un peu plus, entre guillemets, farfelues. Farfelues d'extraterrestres, etc. Mais entre autres, on dit que ça s'explique par l'omniprésence à une certaine époque du Moyen Âge de la religion qui prenait beaucoup de place. Donc la science n'était pas... on ne privilégiait pas la science nécessairement. Donc, c'est vrai. Ouais, c'est intéressant. Ensuite, nous avons... Alors, on voit à l'écran des bactéries, des formes courantes de bactéries finalement. Il y a seulement 1% des bactéries qui sont pathogènes, qui sont dangereuses pour l'homme, qui peuvent donner des maladies. C'est quand même pas beaucoup. 1%. Et fait intéressant, il y a 10 fois plus de bactéries sur un cellulaire qu'un siège de toilette. Et c'est vraiment une étude qui a été faite. C'est bon à savoir. Oui. Depuis ce temps-là, moi, de temps en temps, je passe du purée sur mon cellulaire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on va à la salle de bain, on s'assied sur 2 cellulaires. Et si en plus vous allez à la salle de bain avec votre cellulaire, là, vous multipliez. Ça va pas bien. C'est exponentiel. Oh boy! Ensuite, nous parlons donc, évidemment, quand je peux placer une image en lien avec Star Trek. Oh! Oui, hein, des ongles assez bien faits. Donc, on parle d'ongles. Les ongles des doigts poussent 4 fois plus vite, 3-4 fois plus vite que ceux des orteils. Pourquoi? C'est que dans les pieds, finalement, la circulation est réduite parce qu'on met des bas, on met des souliers, donc ça restreint pas mal. Donc, le fait que la circulation est plus difficile dans les pieds, ça pousserait moins vite à cause de ça. Et pour les mêmes raisons, nos ongles poussent moins vite l'hiver que l'été. Parce qu'évidemment, le foie a moins de circulation, etc. Ah, tu parles d'une observation, puis comment on appelle ça pour les ongles? Du vernis? Crayon, là. Oui, honnêtement, je ne savais pas qu'ils étaient dans le domaine du maquillage. Il faut dire que les couleurs sont très représentatives de certaines couleurs de Star Trek, d'ailleurs. Effectivement. Ensuite, nous avons donc un composé chimique du cerveau qui provoque l'extase. On l'appelle aussi la molécule de l'amour. Et fait intéressant, qui est contenu dans le chocolat. Ah! Donc... moi, ce qui me fascine un peu, c'est de savoir qu'on fait un peu des études sur à peu près n'importe quoi au niveau de la science. Et c'est intéressant de voir les conclusions. Et des fois, je sais qu'à un moment donné, il y avait une étude à savoir la durée optimale qu'il faut tremper un Oreo dans le lait pour qu'il soit juste correct. Ça a été financé par quelqu'un, cette étude-là. C'est spécial, merci. Oui, voilà. Ensuite, on brûle autant de calories à dormir qu'à écouter la TV. Quand on dit qu'écouter la TV, ça ne brûle pas beaucoup de calories. Puis il paraît même que la position assise qu'on adopte de façon assez majoritaire lorsqu'on regarde la télé a des conséquences là, sur la santé cardiovasculaire. Hein. C'est dangereux pour des phlébites, des choses comme ça. Il conseille là, après chaque épisode, là, parce que à l'époque où on vit aujourd'hui, avec les Netflix de ce jour, on se retrouve souvent dans la situation où on va avoir 4, 5, 6, 7, 8 épisodes en ligne qu'on va regarder. Il y a des gens même qui passent des fins de semaine complètes sans faire autre chose qu'être assis devant leur téléviseur. Ça peut avoir des conséquences quand même assez dramatiques là, sur la santé, sur le long terme, bien sûr. Effectivement, c'est bien de le dire. J'avais vu justement une étude qui disait plus on reste longtemps assis, plus qu'on a des risques de phlébite et de caillot, tout ça. Caillot, oui. Donc, et même au travail, hein? Oui. C'est rendu très à la mode maintenant. Les postes de bureau, on va varier entre la position assise, debout. Et les postes de travail sont
organisés en fonction d'eux, d'ailleurs. Hein. Effectivement. Donc, moi, depuis que je sais ça, j'essaie là, au moins à chaque heure d'aller faire une marche parce qu'honnêtement, avant, je ne portais pas attention. Puis les pauses publicitaires favorisaient peut-être un peu ça. Oui. Et là, maintenant, lorsqu'on se retrouve sans pause publicitaire, on ne débarque plus. Effectivement. Et on peut même zapper le générique de début et le générique de fin. Là. Ah oui, c'est vraiment, le risque est vraiment présent. Puis moi, dans le fond, j'en ai pris conscience, ma dernière opération, parce que après une opération, on porte beaucoup attention au fait de ne pas rester toujours couché ou assis, puisqu'on est plus à risque de faire des caillots. Puis je me suis mis à lire un petit peu là-dessus, puis effectivement, il disait qu'on devrait prendre toujours cette habitude-là de se lever à toutes les heures. Parce que quand on embarque dans une série, on peut facilement écouter 4 épisodes en ligne. Et combien de fois j'ai embarqué dans ma voiture, j'ai arrêté à Montréal, il paraît que c'est pas bon. Ah oui, ça aussi, là, où les gens qui font beaucoup de voyages en avion, c'est aussi... Faut faire attention. C'est dangereux pour les caillots, donc c'est bon. En fait, c'est une assez grosse parenthèse. Oui, c'est bien. Ensuite, nous avons... Alors, tout le monde soupire. On a réalisé qu'il y avait une fonction au fait de soupirer. On dit qui soupire n'a pas ce qu'il désire, mais c'est pas seulement ça. On a besoin de soupirer plusieurs fois à chaque heure parce que ça permet de regonfler les alvéoles qui ont tendance, les alvéoles des poumons que vous voyez en bas. Donc, les alvéoles ont tendance à s'affaisser. Donc, le fait de soupirer les regonfle. Donc, on a besoin de faire ça plusieurs fois par heure. On ne s'en rend pas compte. On ne soupire pas toujours pour une raison. Et je me suis mis à essayer de porter attention. Et c'est vrai, ça vient tout seul. On se met à soupirer à un moment donné. Ne serait-ce qu'en parler, je l'ai fait. Oui, mais c'est ça, c'est ce qu'on dirait quand on en prend conscience. Là. Oui. Alors, voilà, c'est une fonction biologique. C'est comme prendre la conscience de sa propre respiration. C'est tout un exercice en soi. Hein? Oui, c'est vrai. Donc, puis la prochaine fois que quelqu'un dit « arrête de soupirer », tu pourrais répondre « je gonfle mes alvéoles ». C'est important. C'est important. Ensuite, nous avons... Alors là, on voit le foie. Fait intéressant, le foie peut se régénérer. Même s'il resterait, disons, 25 % de la taille originale du foie, il peut se régénérer et redevenir fonctionnel en quelques mois. Ah oui. Mais ce n'est pas une raison pour se dire, bon, moi, je fais supporter n'importe quoi à mon foie, qu'il y a quand même une limite. Mais c'est un organe qui a une capacité de se régénérer. Et le foie est quand même très important. Il agit au niveau de la détoxication du corps humain. Tout à fait. Au niveau de la défense immunitaire, aussi, il permet de régulariser le taux de sucre, le taux de cholestérol. Donc, c'est un organe qui remplit plusieurs fonctions. Donc, comme je disais, c'est pas une raison de se dire, ben moi, je vais boire et faire plein de choses, parce qu'à un moment donné, il y a une limite aussi. Pas mal la majorité de nos organes ont une fonction assez importante. Voilà. Et on s'en rend compte quand il y en a un qui va moins bien, souvent. Le seul que j'entends qu'on peut assez vivre facilement sans, c'est vésicule biliaire, je crois. Oui, il y a des gens qui se font enlever certains organes qui peuvent quand même continuer à fonctionner, là. Mais c'est sûr que autant que possible. C'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Ensuite, nous avons, la respiration, le nez. Pourquoi, lorsque nous avons le rhume, la grippe, le nez, généralement, va se boucher seulement une narine à la fois? Donc, on a fait des études là-dessus. Et la réponse est vraiment très intéressante. Ah oui? C'est que le nez a un cycle, à chaque 3 à 6 heures, il y a une des narines qui se referme un peu, puis l'autre devient plus ouverte. Ah ben là, je ne savais vraiment pas ça. Moi, je me couche d'un côté, moi, ça a le même effet. Ah, Après, je dirais, je ne sais pas combien, peut-être 45 minutes à 1 heure, ça change de narine selon le côté où je suis allongé. Normalement, l'être humain, à chaque 3 à 6 heures, en fin de compte, c'est pour aider les narines à se reposer, si on veut. Parce qu'évidemment, quand le diamètre de la narine est à son maximum, elle reçoit beaucoup d'air, c'est fatigant. Donc, à chaque 3 à 6 heures, il y en a une narine qui se referme un peu pour prendre un break. Et c'est la narine très ouverte qui prend la plus grosse charge de travail, et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on est congestionné, ce cycle-là, on le sent davantage. Donc, quand c'est la narine qui est plus refermée, on va être plus congestionné, évidemment, que l'autre. C'est toutes des choses qui se font sans qu'on a à y penser directement. Hein? Oui, je ne m'étais jamais arrêtée à réfléchir à la question. Et une chance qu'on n'a pas tout ça à réfléchir, parce qu'il se fallait penser de respirer, puis penser de cligner des yeux. Il est temps que je referme une narine. Il fait 6 heures. Ça serait assez difficile, merci. Ça serait très demandant. Oh boy! Ensuite, nous avons
Nous remplaçons totalement notre peau à chaque 47 à 48 jours. Donc, le processus se fait de jour en jour, mais totalement, si on veut. Oui. Et donc, pourquoi? Évidemment, le corps se débarrasse des cellules mortes qui n'ont plus de fonction. Un cycle en continu. Oui. Et intéressant, puisqu'on parle de la peau, pourquoi lorsqu'on perd nos cellules mortes, on ne perd pas nos tatouages? Il y a beaucoup de gens qui se font tatouer. Puis, c'est tout simplement, vous allez voir sur l'image suivante, donc le tatouage est au niveau du derme. Quand je parle de la... profond. Oui, l'épiderme qui va partir tranquillement, les cellules mortes. Donc, le tatouage est plus profond et le tatouage est quand même vu comme un corps étranger par le corps humain. Donc, il envoie des globules blancs pour le détruire, mais les particules de tatouage sont trop grosses pour le globule blanc, qui ne peut rien faire. Il va quand même avoir un processus, le tatou va pâlir avec les années quand même. Là, mais... C'est pas un manque de volonté du globule blanc. Non, il essaye bien, mais ça fonctionne pas. Je pense que c'est bien calculé à la base, on s'organise pour qu'il reste là. C'est ça. Donc, ça fait le tour un petit peu du corps humain. C'était des petits faits que je trouve intéressants. Le corps humain est une machine formidable. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. C'est incroyable. Là. Je ne sais pas à quel moment, au niveau de la science-fiction, on s'amuse beaucoup à prétendre avoir atteint la perfection pratiquement de l'être humain en tant que tel. Mais je pense qu'on a encore quelques années de travail à faire là, pour réussir à recréer dans le monde réel ce qu'on voit dans le monde de la science-fiction. Effectivement, il y a beaucoup de choses du corps humain qu'on ne comprend pas encore. Juste au niveau du cerveau, comment se forment les idées, le subconscient. Donc, on est loin de créer une espèce d'androïde fonctionnel. Ça va prendre encore pas mal de temps, je pense. Capsule de divertissement très instructive cette semaine. C'était très intéressant pour moi aussi de faire la recherche. Puis le plaisir de la chose. Ça revient la semaine prochaine. Capsule divertissement, on en a plusieurs saisons. Oui. Est-ce que tu serais intéressé à ce que l'émission se